L'euro va changer l'Europe. Et d'abord les mentalités. Et je tiens ce soir à vous rendre hommage. L'euro, c'est d'abord le fruit de vos efforts et de vos succès. C'est aussi l'expression de votre lucidité et de votre esprit d'ouverture. Car si vous ne l'aviez pas voulu, si vous ne l'aviez pas rendu possible, nous serions restés en dehors de cette grande aventure. Pour nous, Français, c'est une chance. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas. Je crois qu'on ne peut pas obtenir de progrès social et de progrès économique aujourd'hui avec l'euro. Je ne suis pas la seule. Excusez-moi 2 minutes, parce que vous savez, les Français qui nous écoutent, ils ont un seul son de cloche. Ils ont le son de cloche du système. Le système défend l'euro à tout prix. Au prix d'ailleurs du pouvoir d'achat, au prix de la protection sociale, au prix de nos libertés, au prix de notre souveraineté, au prix de tout. Il y a d'autres économistes qui préconisent la fin de l'euro, mais ils ne sont pas d'accord avec vous sur les modalités. Il y en a effectivement un certain nombre. Si, il y en a qui sont d'accord avec moi. Il y a M. Jean-Jacques Rosat. L'euro commence à en débarrasser. Il y a M. Alain Cotta, sortir de l'euro ou mourir à petit feu. Il y a M. Saint-Étienne qui nous explique, qui n'est pas tout à fait lui d'accord avec nous, mais qui nous explique que l'euro est mort. Il y avait M. Allais, excusez-moi de le nommer, hein, c'est quand même le seul, prix Nobel d'économie français. Chronique d'une mort annoncée sur l'Europe. Monsieur Morad El Hattab, c'est dommage que vous ne l'invitiez pas plus souvent. La vérité sur la crise où il dit la même chose. Monsieur Nikonov, tiens, très intéressant. Monsieur Nikonov, c'est un homme de gauche. C'est l'ancien président d'Attac, vous voyez. Aujourd'hui, grâce au Front National, eh bien, qui sert somme toute de laboratoire d'idées, Monsieur Montebourg parle de la démondialisation, Madame Royal trouve que pour finir, la mondialisation n'a pas que des avantages. Je suis heureuse de voir que nous avons ouvert la porte et que d'autres, en l'occurrence, nous suivent. Et puis, je dis moi, je ferai des choix et j'assumerai ces choix politiques. Et lorsque ces choix, monsieur, viseront à des orientations qui me paraissent essentielles à l'avenir des Français, je leur demanderai leur avis par référendum, parce que je crois qu'il faut rendre la parole au peuple, qu'on ne l'écoute plus, qu'on ne l'entend plus et que ça ne peut plus durer. De nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Il y a 18 mois, le groupe décide de délocaliser la production. Pourquoi la France a-t-elle perdu en quelques années 40% de sa force de frappe industrielle? Eh bien, il faut se souvenir que cette évolution a été, sinon souhaitée, du moins acceptée pendant très longtemps. Ici, les maires des petites communes se sont habitués aux fermetures d'usines, aux délocalisations d'entreprises et à tous ces sites abandonnés. Et depuis 20 ans, à coup de fermeture d'usines, la France a tourné la page d'une industrie florissante. L'usine du Havre-Sandouville est une usine d'assemblage. On y reçoit tous les éléments de la future R16. En 1966, Renault produisait encore l'essentiel de ses voitures en France. Aujourd'hui, le constructeur ne produit plus que 20% de ses modèles dans l'Hexagone. Le reste a été délocalisé.
Le constructeur automobile français Renault a inauguré jeudi une usine géante à Tanger dans le nord du Maroc. Cette inauguration ravive en France la polémique sur les délocalisations à moins de 3 mois des élections présidentielles. L'usine de Tanger, véritable tête de pont de Renault pour l'Afrique, emploiera à terme 6 000 salariés. Elle va relayer l'usine Dacia de Pitesti en Roumanie, arrivée à saturation. Le symbole d'une industrie française qui a perdu 500 000 emplois depuis l'an 2000. 2 millions depuis 1980. Et sa part dans la richesse nationale a diminué de 24 à 14%. Ici à Flins, en 5 ans, déjà 1100 emplois ont été supprimés d'après les syndicats. 240 € le salaire moyen là-bas, pour les gens qui vont travailler pour l'usine, ça fait peur. Hein. Ça va leur faire du boulot à eux. Mais pour nous, malheureusement, je pense que ça va nous réduire tout ce qui est production, tout ce qui est pièces. Il nous apportera plus de stabilité dans un monde incertain. Comme Alcatel, où le patron de l'époque annonce dans la presse la fermeture d'une centaine de sites de production en France et dit rêver d'une entreprise sans usine. Quelques mois plus tard, il enfonce le clou. J'ai dit tout haut ce que la plupart des industriels du secteur font ou pensent tout bas. Plus de force face aux grands pôles économiques et politiques qui existent ou se développent sur la planète. Car à Florange en Lorraine, le dernier haut fourneau est à l'arrêt depuis septembre. Une fermeture temporaire selon la direction du groupe ArcelorMittal, mais les 3000 salariés comme Patrick Dobremer, cantonnés à de la maintenance, craignent que le chômage partiel soit le début d'un long tunnel. On travaille 6 jours d'affilée et après pendant 14-20 jours on est à la maison. Voilà. Avec mon épouse, on avait entamé une démarche pour construire une maison et quand les banquiers me voyaient arriver avec mon salaire de ArcelorMittal, quand ils voient ArcelorMittal, il fait des gros yeux le banquier, hein, il dit oui, ça va pas fermer, c'est pas fermé déjà. Les 2 derniers hauts fourneaux d'ArcelorMittal, rescapés de 20 ans de désindustrialisation en Lorraine. Un fort chômage permet aux patrons d'imposer de bas salaires. Parce que les gens ayant peur pour leur boulot ne sont pas exigeants, et ils sont plus dociles et il y a moins de pression sur les salaires, donc il y a moins de pression sur les coûts. Donc ça permet aux patrons de continuer à faire de gros profits. Et c'est pas écrit comme ça, bien sûr. Bien sûr, dans les institutions européennes, on ne dit pas les institutions garantissent que le chômage sera à un haut niveau. Si c'était écrit comme ça, on aurait des révolutions. Non, c'est plus malin. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain, taxes aéroports ou loterie. Pour ses bons conseils, la banque empoche 300 millions de dollars de commission. La dette grecque est camouflée, le pays peut continuer à dépenser. Pendant ce temps, qu'a fait Goldman Sachs? Goldman Sachs est allé voir les hedge funds qui étaient ses clients, ces fonds spéculatifs avec lesquels elle travaille, et elle leur a dit, vous savez pas quoi, j'ai une info très intéressante à partager avec vous. La Grèce est beaucoup plus endettée qu'elle ne l'est en réalité. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. En clair, Goldman Sachs joue sur tous les tableaux.
Donc, délit d'initié, voilà, oui, tout à fait, ça s'appelle délit d'initié. La Grèce a partagé, Goldman Sachs a partagé cette information avec ses clients, ce qui a permis à des fonds spéculatifs d'attaquer cette dette à l'avance, sachant que les vrais chiffres de la Grèce allaient être révélés début 2010. Et c'est vrai que si on achète en juillet un CDS à 100 points de base, donc à 1%, et qu'on le revendait aujourd'hui, le prix de mon assurance a quasiment plus que triplé, et donc j'ai triplé mon investissement de couverture, et donc j'ai fait une assez forte plus-value. Goldman Sachs, ou l'art de gagner à tous les coups. Comme banque conseil, elle pousse au crime. Comme banque de marché, elle en profite. Non. Des méthodes cyniques, mais lucratives. En 2009, aux États-Unis, les salariés du secteur financier auront empoché près de 145 milliards de dollars de rémunération. In the Soviet Union, they told us we needed a federal state to avoid war. In the European Union, they are telling you exactly the same thing. Le nationalisme, c'est la guerre. Escroquerie. J'ai donc vécu mon enfant. Escroquerie absolue. Pourquoi escroquerie? Escroquerie absolue parce que M. Mitterrand a fait croire que le patriotisme et le nationalisme guerrier seraient somme toute la même chose. Et du coup, il a désarmé le cœur des Français en leur interdisant de faire toute démarche et d'avoir tout fonctionnement qui consiste à faire passer l'intérêt de la France en premier. We were told that the purpose of the Soviet Union was to create a new historic entity, the Soviet people, and that we must forget our nationalities, our ethnic traditions and customs. The same seems to be true of the European Union. They don't want you to be British or French. They want you all to be a new historic entity, European. Regardez un billet en euros. Sur la face, vous avez, des portes et des fenêtres. Au dos, vous avez un pont. Alors là, on voit le pont. Beaucoup de gens reconnaissent le pont du Gard. Ce n'est pas le pont du Gard. Hein. Non, c'est un pont imaginaire parce que justement, les concepteurs ont eu comme ordre qu'en aucun cas on ne puisse reconnaître un monument existant car cela aurait été favoriser un pays d'Europe. Ah oui. Et vous dites tous ces monuments-là, les ponts, les portes, n'ont même pas été crayonnés à la main. Alors, tous ces billets sont inhumains dans la mesure où les couleurs sont choisies pour ne pas être naturelles, où tous les dessins sont faits par ordinateur. La seule chose humaine sur un billet d'euro, c'est la signature du président de la BCE. Tout est déshumanisé. Comment se fait-il que l'Europe, qui a un patrimoine humain et culturel et de monuments si riches, ait refusé de mettre sur ses billets, je ne sais pas moi, Léonard de Vinci, la Tour Eiffel, la porte de Brandebourg? C'est malheureusement très simple, c'est-à-dire que l'idée des fonctionnaires de Bruxelles était de supprimer toute référence nationale. Il fallait tuer l'idée de nation. In the Soviet Union, one of the grand purposes was the destruction of the nation state. And that's exactly what we observe in Europe today. Brussels intends to absorb nation states so that they should cease to exist. D'un mot, est-ce que c'est du jamais vu dans le monde, ça partout dans le monde, en Russie, les billets russes font référence au pays d'une façon ou d'une autre. Aux États-Unis, on sait qu'on a George Washington sur le 1 $. C'est pire que ça. La monnaie existe depuis 27 siècles. Oui. Et nous, numismates, nous connaissons tout ce qui a été fait depuis 27 siècles. Oui. Or, depuis 27 siècles, toutes les monnaies, sans exception, sont identitaires. Elles font référence. Bien entendu. Elles représentent pour le peuple qui les utilise ses grandes valeurs et ses grandes idées. Or, comment voulez-vous qu'on se reconnaisse dans des portes, des fenêtres et des ponts ? Ce serait nier les identités. Ce serait susciter non la paix et la fraternité, mais la violence. Car rien n'est plus dangereux qu'une identité blessée, qu'une identité humiliée. Une identité humiliée, c'est une identité radicalisée.